Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info. Toute l'actualité de ce samedi 12 novembre. Invités, reportages, infos pratiques tout près de chez vous et votre météo à venir. Avec à la une de votre journal ce soir, le retour d'une course incontournable dans la vie de la Principauté, une course du cœur, la No Finish Line. Les premiers concurrents se sont retrouvés tout à l'heure devant le chapiteau de Fontvieille pour le départ de 8 jours de course pour tout niveau. C'est le Prince Souverain, accompagné du basketteur Yacouba Ouattara, de nouveau parrain de cette édition, qui a donné le départ ce samedi donc à 14 h, tout près du stade Louis II, où demain se tiendra l'un des grands chocs du championnat de France de football de Ligue 1, Monaco-Marseille. Alors, ASM ou OM favori, nous sommes allés vous demander tout simplement votre pronostic. Retour dans ce journal également sur la défaite de la Roca Team hier à Valence en Euroleague, 89-84. Et nous resterons en Espagne avec à Madrid l'exposition de la toute dernière lauréate de la Fondation Prince-Pierre, Christine Soon Kim, vernissage en présence de son Altesse Royale, la Princesse de Hanovre. Enfin, nous parlerons philosophie avec deux grands thèmes bien distincts. Le premier, sur la place du chef dans nos vies, réflexion proposée lors d'un atelier philo sur le Rocher de Monaco. Et le second volet, un entretien avec la sociologue Gisèle Sapiro, qui a participé cette semaine aux traditionnelles rencontres philosophiques avec un grand thème de débat, la colère. Courir, marcher, se balader pour la bonne cause. Le retour cet après-midi, je vous le disais, à Monaco, à Fontvieille, de la No Finish Line, la plus grande épreuve de masse à caractère caritatif en Principauté. Nous étions, vous en souvenez, hier soir avec sa présidente, Ariane Favaloro. Aujourd'hui, c'est le prince Albert II qui a donné le départ de cette course solidaire. Frédéric Elion était accompagné sur place, dans sa foulée, par Lionel Bernardi. Retour aux sources pour la No Finish Line après 2 années perturbées par l'épidémie de coronavirus. La 23e édition se déroule de nouveau dans un format 100% présentiel. Le coup d'envoi a été donné par le prince Albert II en début d'après-midi au chapiteau de Fontvieille. Beaucoup de monde déjà pour le départ de la plus célèbre des courses caritatives. L'objectif initial, c'est 400 000 km, très ambitieux, c'est vrai. Mais nous avons un bon début au niveau des inscriptions puisque nous sommes déjà plus de 8000 inscrits, rien qu'avant le début de la No Finish Line. Alors on peut rêver, je pense qu'on peut rêver, et si ce n'est pas 400 000 km, ce sera 300 000 ou 250 000, mais on sera de toute façon content du résultat. Le principe n'a pas changé, durant 8 jours, 24 heures sur 24, coureurs et marcheurs unissent leurs efforts pour la bonne cause. Pour chaque kilomètre parcouru, Children and Future reverse 1 € pour soutenir des projets en faveur d'enfants défavorisés ou malades. Pour la 2e année consécutive, le basketteur Yacouba Ouattara est le parrain de la manifestation. Ça représente beaucoup d'avoir l'honneur d'être le parrain de cet événement-là. Ne serait-ce que d'être sur la scène tout à l'heure, j'avais des frissons, de voir tout le monde regroupé pour cette cause-là, aider les enfants en difficulté. Et je trouve ça énorme, quoi. Et grâce à tous vos kilomètres parcourus lors des éditions précédentes, 2 enfants venus de Côte d'Ivoire seront bientôt opérés au centre cardio-thoracique. Direction l'Espagne maintenant. Et avant de revenir sur la défaite de la Roca Team en Euroleague hier à Valence, nous nous transportons à Madrid, où son Altesse Royale, la Princesse de Hanovre, a assisté au vernissage de l'artiste américaine Christine Soon Kim, qui a reçu, il y a un mois, on s'en souvient à Monaco, le prestigieux prix international d'art contemporain de la Fondation Prince-Pierre. Au cœur de cette exposition madrilène, on peut découvrir à la Casa Encendida l'œuvre qui a été primée, mais également 2 autres créations commandées par la Fondation. Le reportage dans la capitale espagnole de Patricia Navarro et Sylvain Péroumal. C'est à la Casa Encendida, un lieu de mixité culturelle, que la Fondation Prince-Pierre a choisi de mettre en lumière le travail de Christine Soon Kim, cette artiste sourde qui s'exprime à travers son travail artistique. Notre présidente et le conseil tiennent absolument à ce que l'esprit du Prince-Pierre soit maintenu, c'est-à-dire quelque chose qui permette à un artiste de rencontrer son public notamment, et de rencontrer d'autres artistes aussi. Le choix de la Casa Encendida, où nous sommes ici à Madrid, est tout à fait logique dans cette démarche, puisque c'est une maison
qui est ouverte sur la ville, qui est ouverte aux artistes, mais qui est ouverte à la population. Et c'est également un lieu qui a développé tout un dispositif pour rendre accessible l'art aux personnes souffrant d'un handicap, qu'il soit visuel ou moteur. Cela fait donc écho à la démarche de Christine Sun Kim, qui a créé un véritable langage artistique. C'est une artiste qui, à travers la sourdité, a pu développer, amplifier sa nature d'artiste pour transmettre à travers des signes graphiques, des concepts et des idées, des valeurs qui sont universelles. Et son art, ça crée des ponts et des connexions entre des mondes qui sont assez différents. Aux côtés de l'œuvre qui lui a valu le prix de la Fondation Prince-Pierre, son interprétation de l'hymne américain lors du Super Bowl, figurent à la Casa Encendida 2 autres œuvres, des créations récentes. La première étant une œuvre murale, des notes de musique qui illustrent cette transcription nécessaire entre une personne sourde et son traducteur qui interprète son message. La seconde œuvre est une animation conçue comme un piège à écho. I've been working with drawings for many years and working with drawings that have to do with echoes. That's the sign I'm making right now. And that has to do with repetition. And I thought about, what about if an echo is trapped? If you have a room with 4 walls that an echo hits from wall to wall to wall, it becomes a trapped echo. And the echo trapped becomes a musical note. Et c'est ainsi en utilisant des éléments de plusieurs systèmes d'information que Christine Sun Kim élargit la portée de communication de chacune de ses sources pour créer une passerelle d'échange entre 2 mondes. On reste donc, comme promis, en Espagne, avec la défaite de la Roca Team hier soir à Valence, 89-84, en cette 7e journée d'Euroleague. Match très accroché jusqu'à la fin, mais la Roca Team a sans doute payé sa maladresse sur l'ensemble de la rencontre. Résumé du match avec Yannick Debever, image signée Tomadeus. Valenciennes et Monégasque ont offert aux fans de basket un match avec beaucoup de tension. La première mi-temps est très serrée. Lorsque Valence fait un petit écart, les Monégasques parviennent à revenir. Ce sera d'ailleurs le leitmotiv de ce match. Les Espagnols dominent dans le jeu avec une défense acharnée, toujours à la limite de la faute, et de l'autre côté, un jeu offensif bien inspiré à l'image de cette magnifique action collective. De la Belgique, dont c'est la 10e saison aussi. Ce sont vraiment les 2 cadres de cette équipe depuis bien longtemps. Klemen Prepelic qui efface son vis-à-vis. Oh bravo, ça c'est basket, c'est magnifique. L'homme de ce match se nomme Chris Jones, auteur de 27 points dont 18 en première mi-temps. Le faux rythme imposé par Valence convient à Jordan Lloyd qui est le seul monégasque à son niveau sur cette rencontre. À l'énergie et après avoir été mené de 10 unités, Monaco passe à 11-0 en fin de 2e quart-temps pour rester complètement dans la rencontre. C'est au retour des vestiaires que la Roca Team se fait décrocher par Valence. La maladresse des Monégasques à 7 sur 26 à 3 points les empêche de rester au contact des Espagnols, emmenés par un Jarrett Harper intenable en seconde mi-temps. La défense de Valence fait tout pour casser le rythme de Monaco. Résultat, 31 des 84 points monégasques sont inscrits sur la ligne des lancers francs. Les Monégasques bien mal embarqués parviennent à revenir dans le dernier quart grâce à toute leur détermination. Eli Okobo, en grande difficulté sur ce match, inscrit le panier qui ramène Monaco à égalité. Mais derrière, Valence ne tremble pas. James Webb s'occupe de sceller le sort du match avec 2 shoots à 3 points pleins de sang-froid. Des tirs que la Roca Team a trop souvent manqué. Score final 89-84. Valencia deserved to win. You know, they took us out of, let's say, our rhythm. I think with a certain aggressiveness in defense. You know, like they reduce, you know, like our options in offense. But okay, we learn from this and we go to the next one. Now we have home some games, you know, like, and we have to use this. We got to keep maturing. We got to keep growing up. We have to, you know, keep fighting adversity. It's going to be, I say this every interview, it's going to be a lot of ups and downs. So we have to handle the downs the right way. And, you know, we're confident. We know it's tough to play here. One game, never too high, never too low. Deuxième défaite européenne de la saison pour la Roca Team qui bénéficie maintenant d'une semaine entière
pour préparer sa prochaine rencontre. Ce sera face à Baskonia, à Gaston Médecin. Oui, deuxième défaite européenne de la saison donc pour la Roca Team qui bénéficie maintenant d'une semaine entière pour préparer sa prochaine rencontre. Ce sera vendredi prochain, 19h, face à Baskonia à Gaston Médecin. Football cette fois, et l'épilogue de la 15e journée du championnat de France de Ligue 1, avec le match au sommet, le derby de la Méditerranée. Monaco-Marseille, c'est dimanche 20h45 au Stade Louis II. Alors, faites vos jeux. Qui est favori avant la grande trêve mondiale? Voici sans plus tarder vos pronostics. Une victoire, je pense, pour Monaco, 3-0 ou 2-0. J'espère que ça sera Monaco qui va gagner. Ça va être serré, mais je pense que Monaco peut le faire. Vous avez une idée du score? 3-1 pour Monaco. Moi je suis Toulonnais, j'ai fait mes études à Marseille. Ça va être pas très bon pour Monaco. Non, j'espère que le meilleur gagnera, surtout. Et dans un esprit sportif que l'on attend tous finalement dans un match. Une idée du score? 2-0 pour Marseille. Je vais le voir bien chaud à mon avis, mais avec un petit avantage pour Monaco, au moins 2-0. Ça serait bien ça. Je vais dire un petit 2-1 pour Monaco, avec un but de Ben Yedder et un but de Mbolo. Et bon match, en tout cas, à toutes et à tous. Et puis ce soir, sentiment sur ce duel du Grand Sud avec l'entraîneur de l'AS Monaco Football, Philippe Clément. Naturellement, on veut gagner. C'est un grand match, c'est un grand défi. Deux bonnes équipes qui jouent offensivement. On veut nous montrer. Mais le podium, ça reste le plus important d'être sur le podium après la dernière journée de championnat. Mais de plus vite que tu es là, ok, tu as plus de possibilités. Et ce samedi 12 novembre, les joueurs de la Fédération monégasque de rugby ont visité le refuge de la Société protectrice des animaux de Monaco, c'est à Èze, afin de rencontrer les équipes de la SPA et ses pensionnaires. À l'occasion de cette visite, la FMR et la Fondation Princesse Charlène de Monaco ont remis aux responsables du centre un chèque de 4 000 €, en présence notamment de Gareth Woodstock, secrétaire général de la Fondation, et de Thierry Dantez, vice-président de la Fédération monégasque de rugby. Ce don permet de soutenir l'activité quotidienne du refuge, notamment pour l'achat de matériel médical et pour les soins réguliers prodigués aux animaux. Et puis à noter, dans le cadre d'un séminaire sur le comportement de nos amis à quatre pattes, justement, cette opération de sensibilisation destinée aux propriétaires de chiens au ramassage des déjections canines. Les membres de l'association Happy Dog and a Paw et leurs chiens ont effectué le trajet Port de Cap d'Aille, Port Hercule pour ramasser les crottes non récupérées par des propriétaires indélicats. Action pour interpeller bien sûr tout un chacun. D'autres marches sont prévues dans l'année et on rappelle tout de même la loi. Les animaux à Monaco doivent être d'abord tenus en laisse, sous étroite surveillance, sinon c'est 75 € d'amende, 200 pour les propriétaires de chiens considérés comme dangereux et surtout non muselés si jamais. Et puis à toute fin utile, pour ceux qui ne ramassent pas les besoins de leurs amis, c'est 600 €. Le conseil scientifique du centre cardio-thoracique de Monaco, de son côté, a organisé hier soir sa 33e journée internationale exclusivement consacrée à l'approche actuelle de la valve mitrale. Des experts européens et d'Amérique du Nord ont fait le point sur les avancées thérapeutiques à une époque où les maladies cardiovasculaires se multiplient. L'insuffisance mitrale est la deuxième vulvopathie la plus fréquente en Europe, une pathologie grave engageant le pronostic vital. Quelques chiffres: au centre cardio-thoracique de Monaco, on a enregistré l'année dernière plus de 1600 interventions et près de 7000 procédures de diagnostic ou de contrôle. On reste dans le domaine médical, et cette fois à l'occasion de la Journée mondiale contre la douleur. Le thème des stands organisés au sein même de l'hôpital Princesse Grace de Monaco cette année était la prévention des douleurs liées aux soins. Les professionnels de santé ont présenté les différentes techniques non médicamenteuses utilisées au CHPG, depuis la technique innovante de midline, un cathéter que l'on peut garder plusieurs jours pour éviter la multiplication des perfusions, jusqu'à l'aromathérapie en passant par la réalité virtuelle ou encore la musique. Dans le cadre des rencontres philosophiques de Monaco, mercredi dernier, un atelier philosophique a été organisé pour les enfants à l'espace Philo Monaco sur le Rocher. Objectif: apprendre à s'écouter et réfléchir ensemble. Reportage de Frédéric Elion sur des images de Jean-Alexandre Dordet.
Épicure disait « Quand on est jeune, il ne faut pas hésiter à s'adonner à la philosophie ». Les rencontres philosophiques de Monaco proposent régulièrement des ateliers pour les enfants afin de leur apprendre à penser par eux-mêmes. Tout part du visionnage d'un dessin animé pour ensuite basculer sur un dialogue libre, plein de spontanéité. Le thème de l'atelier de mercredi, la notion de chef. Alors aujourd'hui, on va se poser la question de savoir c'est qui le chef. L'objectif, c'est d'éclaircir ce concept, qui commande, qui obéit, est-ce qu'on est obligé de commander, d'obéir, comment est-ce que ça se passe, quel plaisir on prend aussi à voir les autres obéir. Et puis l'objectif aussi, c'est de tirer le fil de cette question pour essayer d'explorer à la fois ce qu'elle veut dire, quelles sont ses implications, mais aussi de poser la question sous-jacente, qu'est-ce qu'un bon chef, qu'est-ce qu'un mauvais chef ? Et peut-être à la fin, si on y arrive avec les enfants, comment est-ce qu'on fait pour choisir un bon chef ou se débarrasser d'un mauvais chef? L'atelier est réservé aux enfants âgés de 7 à 10 ans. L'objectif est de faire de la philosophie quelque chose de vivant et constructif. Prochain rendez-vous philo pour les enfants, mercredi 18 janvier. Et cette semaine, au Théâtre Princesse Grace, toujours dans le cadre des rencontres philosophiques de Monaco, le thème développé concernait la colère. La sociologue Gisèle Sapiro, directrice de recherche au Centre européen de sociologie et de sciences sociales à Paris, est ce soir notre invitée. Bonsoir madame. Bonsoir. La colère, finalement, c'est tout simplement le reflet de toutes nos émotions possibles? Alors la colère est une émotion parmi d'autres, elle a les attributs des émotions, c'est-à-dire qu'elle nous submerge, elle a des manifestations corporelles et elle sort souvent de notre contrôle. Donc elle a souvent été pour cela déconsidérée, on peut dire. Oui. Et en même temps, elle est source de révolte, elle exprime une forme de rébellion contre une condition ou contre certains événements ou contre certaines personnes. Juste, vous distinguez bien, et c'est normal, cette colère intérieure de tout un chacun finalement, avec la colère collective. C'est vraiment complètement différent. Mais est-ce que pour être collective, il faut en avoir vécu quelques-unes à l'intérieur aussi ? Pas nécessairement. Je pense qu'on peut arriver à justement, à partir d'une analyse, à comprendre la colère des autres. Peut-être que le fait d'avoir subi des injustices facilite cette communication. Gandhi avait inventé une forme de résistance pacifique très puissante, mais c'est aussi lié à des traditions de sagesse, de maîtrise du corps. Et donc je pense que l'organisation politique permet de juguler les formes de colère et de leur donner des cadres à la fois analytiques, mais aussi des cadres pour se dérouler dans l'espace public, comme des manifestations qui sont un droit, ou comme le droit de grève, où la personne peut exprimer en fait sa colère de façon raisonnée et faire entendre ses arguments de manière collective, de façon raisonnée et argumentée. Je reviens à l'expérience de tout un chacun pour une colère, un cri du cœur, quelque part une émotion. Gisèle Sapiro, vous venez de prononcer le mot de politique et il me revient ce débat en France entre Nicolas Sarkozy à l'époque et Ségolène Royal. Et finalement, c'est presque sa colère à la candidate de la gauche qui lui a fait perdre une élection. C'est souvent ce qu'on a pu remarquer dans les différents débriefs. Donc la colère, elle est quoi? Et on disait tout à l'heure salutaire, ou là, sur le coup, c'est la perte d'une élection quand même présidentielle. On attend souvent de nos gouvernants de pouvoir maîtriser leur colère. Ça n'est pas la même chose d'être président de la République et d'être dans la rue à manifester. Le fait aussi d'être une femme en politique n'est pas anodin en France. Et donc ça peut être une source d'émotion, effectivement, qui peut être tenue contre la personne, mais enfin, je ne suis pas là pour porter un jugement. Non, bien sûr. C'est par rapport au côté salutaire ou non. Et ça en vient peut-être à ma dernière question sur le fait de... Est-ce qu'il est possible, on en a beaucoup parlé dans le cadre de ces rencontres philosophiques au Théâtre Princesse Grace, mais est-ce qu'on peut finalement la contenir, la prévenir
la retenir ou il faut que ça sorte quelque part à un moment donné dans sa vie? Je pense que la colère, on peut la prévenir en étant respectueux, en n'humiliant pas les gens, en les traitant dignement et en étant dans l'échange plutôt que dans la violence symbolique ou la violence d'imposition. En conclusion, Gisèle Sapiro, on peut se dire que c'est depuis l'enfance que c'est en nous, c'est intégré, que c'était presque la seule façon de nos premières heures sur Terre de s'exprimer, et c'est souvent par la colère que ça se passe? La colère est une des expressions de notre humanité, surtout quand elle se transforme en révolte, parce que, comme l'a expliqué Camus, la révolte c'est un des traits qui caractérise l'être humain, la capacité de se révolter contre sa condition. Et donc, oui, la colère de l'enfant peut devenir révolte et fonder une action politique pour une société plus juste. Merci à vous, Gisèle Sapiro. Rencontre philosophique toujours aussi passionnante au Théâtre Princesse Grace avec des philosophes autour de vous pour avoir débattu pendant de nombreuses heures sur ce thème ô combien intéressant de la colère. Merci à vous, madame. Je vous en prie. Bonsoir. La météo pour ces prochaines heures, c'est avec vous, Frédéric Elion. Un temps mitigé, Christophe, avec une alternance de passages nuageux et d'éclaircies. Le soleil percera un peu plus dans l'après-midi. Les températures seront en baisse avec 10 degrés le matin et 16 l'après-midi. Dimanche 13 novembre, ce sera la Saint-Brice. Et avant de conclure ce journal, 2 spectacles à vous proposer demain. Un premier pour les tout jeunes, Augustin Pirate du Nouveau Monde, c'est ce dimanche à 14h15. Et Le Roi des Pâquerettes, ça c'est pour tout public, à 16h30, 2 représentations au Théâtre des Muses. Et puis comme le veut la tradition, on termine votre journal par les instantanés du jour, avec le grand départ de la No Finish Line. Alors tous à vos baskets, que vous soyez amateur, champion ou simple marcheur, n'hésitez jamais à faire une bonne action. Les photos sont signées Stéphane Dana. On se retrouve demain, 19h, pour le meilleur de la semaine, votre best-of sur Monaco Info. D'ici là, belle et bonne soirée à toutes et à tous. Thank you.